Et avec vous sur Sud Radio, vous pouvez nous appeler sur les débats que nous allons ouvrir dans un instant avec nos éditorialistes du jour au 0826 300 300. Vous pouvez prendre la parole, parler vrai comme on dit. On va parler de l'État. Est-ce qu'il est en train d'abandonner l'hôpital public? On va parler toujours de ces violences urbaines, parce que ça n'est pas fini. Mais est-ce que les familles ont aussi leur rôle à jouer? Est-ce qu'elles sont trop laxistes? C'est ce que disent certains. Et puis, faut-il craindre aussi le terrorisme d'extrême droite? C'est suite donc aux révélations du Parisien aujourd'hui en France sur le démantèlement de ce groupuscule d'extrême droite qui préparait un projet d'attentat contre l'État. Alors, on est ravis d'accueillir Jean-Claude Beaujour. Bonjour Jean-Claude, bonjour. Avocat, vice-président de France-Amérique. Jackie Isabello, bonjour Jackie. Bonjour. Communicant, cofondateur de l'agence Coriolink. On est avec Alexis Poulain qui va nous rejoindre dans un instant, qu'on connaît bien ici à Sud Radio, journaliste et directeur de la publication du Monde Moderne. Et puis Jean-Luc Benamias qui est avec nous également. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Membre de la Ligue des droits de l'homme et ancien membre du Conseil économique, social et environnemental. Alors on va commencer par... moi je commence par un chiffre que je trouve plutôt, on va dire, c'est un soulagement. Spectaculaire amélioration de l'emploi. Par exemple, titre Le Figaro ce matin, 200 000 personnes ont retrouvé un emploi au cours des derniers mois, soit près d'1 million en un an. On prédisait le pire post-Covid. Finalement, on s'aperçoit que les choses vont un peu mieux de ce côté-là. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, vous trouvez pas? Pas tout le monde, pas tout le monde. Moi, je rends hommage là-dessus à Jean-Marc Daniel, qui est donc un économiste, prof à l'ESCP et éminent dévoreur de bouquins économiques, qui disait vous empêchez les gens de travailler selon la théorie économique. Quand vous allez leur permettre de travailler à nouveau, la machine va se remettre en route. Et très très tôt, il avait dit, lui, ça se résorbera assez rapidement. Donc après, c'est vrai que les aides de l'État ont permis d'éviter des défauts d'entreprise, ont permis d'éviter un chômage énorme, et on s'aperçoit que la machine, pour employer un terme à la mode, est assez résiliente, et il l'avait dit assez tôt. Moi, je pense qu'on ne peut que se réjouir, vraiment, parce que les chiffres soient plutôt positifs, parce que derrière le chômage, il y a souvent un drame familial. Et ça mine notre société. Celui qui ne travaille pas vit un drame personnel, et c'est l'enquistage de notre société. Mais j'ajoute qu'il ne faut pas oublier tous ceux qui ne travaillent pas, qui ne travaillent toujours pas, parce que derrière un chiffre, il y a une autre réalité, c'est qu'il y a des emplois pourvus, il y a des emplois qui ne sont pas pourvus, et il y a encore beaucoup de gens qui n'ont pas d'emploi, c'est-à-dire qu'on ne parvient pas à faire matcher, faire se rencontrer l'offre et la demande. Et pour moi, c'est cela qui est important, parce que derrière un chiffre positif, il y a encore malheureusement trop de personnes, trop de nos concitoyens qui n'ont pas d'emploi. Et donc je pense qu'on ne peut que se réjouir, mais il faut encore conserver j'ai envie de dire, une forme d'agressivité à lutter contre le chômage et la modernisation de notre vie économique. Jean-Luc, les gens retrouvent un emploi, mais il y a malgré tout pénurie. Se réjouir avec une grande sagesse. D'accord. C'est-à-dire que le taux de chômage en France, par rapport aux autres pays européens, est toujours plus important, en tous les cas, sur l'Europe par rapport à l'Europe du Nord. Que le chômage de longue durée est un chômage qui continue à augmenter. Et qu'il y a une inadéquation qu'on a vue dernièrement encore, qui s'aggrave, entre le nombre d'offres d'emploi existantes et le peu de personnes qui se mobilisent pour les prendre. Ouais. Et on voit bien là qu'il y a un problème de salaire, de mon point de vue, et sans doute de formation. Oui, et puis on verra aussi les effets voulus, enfin en tous les cas attendus, de la réforme de l'assurance chômage sur les contrats courts, puisque c'était aussi l'objectif. Il semblerait que pour l'instant, les premiers chiffres qui émanent de ça ne soient pas si éloignés des constats économiques qui ont été portés par le gouvernement. Moi, je voudrais juste dire un mot en disant, après cette crise pandémique, il faut souligner le fait qu'il y a énormément de gens qui ont décidé de reconstruire leur vie professionnelle. Vous avez plein de gens qui se sont dit, ok, j'ai pas de boulot, j'aime pas trop mon emploi, je vais me reformer. Et vous avez vu que tous les secteurs les plus difficiles, le bâtiment, la restauration, pardon, pour eux, c'est des beaux métiers, mais c'est vrai que c'est plus difficile. Eh bien, ces gens-là vont être obligés de se repenser, parce que ceux qui se sentaient enfermés dans ces carrières-là ont décidé de se reformer. Et comme quand un employeur reçoit le CV de quelqu'un qui a bossé dans le bâtiment et de la restauration, il se dit, il travaille pas forcément dans mon univers, mais c'est quelqu'un qui est acharné. Et donc, on n'en parle pas assez de cet effet bénéfique après cette crise. Et voilà, je voulais juste le souligner, parce qu'on a tendance à mettre en avant des choses plus difficiles. Ça change
peu. Jean-Claude et Jean-Luc ensuite. Et puis peut-être ce sur quoi nous devrions beaucoup plus travailler en France, c'est la capacité des uns et des autres à éventuellement s'adapter aux nouveaux emplois, parce que c'est toute la difficulté. On peut avoir une formation, on peut avoir une première expérience, donc il faut à la fois que le travailleur, l'actif, ait cette flexibilité, mais il faut aussi que les employeurs, ceux qui recrutent, aient cette volonté de pouvoir donner sa chance, de pouvoir dire, au fond, ce qui compte, c'est aussi la capacité à muter d'une activité à une autre. Et c'est cela qui fera que les évolutions de la société seront plus acceptables par nos concitoyens, parce que je vais vous dire, les mutations économiques, les mutations salariales ont toujours existé. Et donc la réalité, c'est qu'aujourd'hui elles sont plus rapides, ça s'accélère, mais elles ont toujours existé. Et notre difficulté, c'est de se tenir à jour. Ouais, c'est ce que me dit Véronique, effectivement, qui réagit, qui dit attention, les gens en formation ne sont pas comptabilisés dans ces chiffres-là. Jean-Luc, une dernière. Je ne veux pas casser l'ambiance, mais on est habitué. Les nouvelles instances sur le chômage, les nouvelles instructions sur le chômage font que tout ce qui concerne le travail saisonnier est mis en grande difficulté. J'ai vu un appel d'offres d'emploi en PACA ces derniers jours qui était... il y avait une recherche sur Marseille de 120 emplois possibles de travailleurs saisonniers à la montagne, préparant la saison d'hiver. 30 personnes sont venues sur 120. C'est-à-dire que le cas aujourd'hui, je résume la nouvelle instruction sur le chômage. Avant, il fallait 4 mois pour toucher le chômage. Maintenant, il faut 6. Vous me dites si je me trompe, mais je crois que je me trompe pas. Non, c'est ça. Et donc, évidemment, tout ça, il y a de l'emploi d'un côté, c'est vrai, mais il y a des conditions pour l'avoir qui ne sont pas forcément à la hauteur. Je parlais tout à l'heure notamment des revenus, de la hauteur des salaires. Vous l'avez dit vous-même, Jean-Claude et Jackie, il y a des emplois évidemment qui sont plus compliqués que d'autres. Jackie, tu l'as dit, sur les emplois du secteur de la restauration. C'est des horaires un peu, souvent extrêmement, pas peu agréables quand on a envie d'avoir notamment une vie de famille. Voilà, je remets de la complexité. Je dis pas que c'est vrai que c'est bien qu'après 1 an et demi de situation de crise absolue, il y ait une certaine relance des embauches. Bon, à voir dans les mois qui viennent si malheureusement, est-ce qu'on revient... si heureusement il dure. Pardon. Oui, bien sûr. Non, mais Jean-Luc, peut-être qu'on revient à un étiage aussi qui était la tendance d'avant la crise, parce que on apprend aussi que pratiquement 8 entreprises sur 10 anticipent déjà des problèmes de recrutement. Donc les mois à venir vont être aussi. Et dans tous les secteurs, que ce soit les secteurs manuels ou les secteurs dits plus intellectuels, ça se manifeste partout. Mais ça, c'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire que la gestion des ressources humaines va être obligée d'aller voir le directeur général en disant il faut réinventer quelque chose, il faut faire revenir les gens. Donc on va repenser les conditions de travail, on va repenser les accords sur le télétravail, on va repenser la rémunération, on va repenser la coordination entre le privé et le professionnel, on va repenser la numérisation du travail. Toutes ces choses-là fait qu'on doit faire à nouveau concorder l'offre et la demande, et ça va passer par des aménagements structurels qui seront définitifs. Est-ce que le rapport de force ne va pas basculer du côté des candidats? Alors, je pense qu'il faut pas imaginer les choses en termes de rapport de force. C'est tout le problème que nous avons en France. Oui. Nous envisageons toujours le monde du travail comme un rapport de force entre les salariés et les employeurs. Et c'est peut-être l'occasion de réfléchir à notre avenir ensemble. Alors, Jean-Luc disait qu'il ne voulait pas casser l'ambiance, mais moi, je suis anti-décliniste et que je préfère, avec beaucoup de lucidité, regarder ce qui va un petit peu mieux. Et j'ai bien dit que c'était pas le nirvana, on n'y était pas encore. Pour pouvoir tirer les autres, parce que ça suppose beaucoup d'efforts, pour avancer, il faut beaucoup d'efforts de l'ensemble de ceux qui travaillent, qui se disent il faut que je reparte en formation, il faut que voilà, vraiment il faut beaucoup d'énergie, et il faut de la compréhension de la part de ceux qui recrutent, et de se dire on peut pas laisser les choses en état. Donc c'est pour ça que je suis anti-décliniste, tout en étant extrêmement lucide sur nos difficultés présentes. Ouais, il sera intéressant
intéressant de se poser 2 minutes la question aussi de l'effet ou pas, d'ores et déjà, par exemple dans l'hôtellerie-restauration, sur la détaxation des pourboires. Hein. On va voir si ça a eu un effet positif sur le recrutement dans un secteur en tension au niveau du personnel. Allez, on va continuer de parler emploi d'ailleurs avec c'est Jackie qui va démarrer après la pause de 11h, les infos. Et on continue de parler emploi finalement ce matin beaucoup sur Sud Radio. On se retrouve dans un instant, à tout de suite. Et on est avec nos éditorialistes du jour, Jean-Claude Beaujour, et Jackie Isabello, Alexis Poulain et Jean-Luc Benamias ce matin pour nos débats. On en était à nos coups de cœur et nos coups de gueule de l'actu. Alors après, effectivement, les chiffres du chômage, Jackie, on reste un peu dans le domaine de l'emploi. Vous voulez faire un coup de cœur à quelqu'un qu'on connaît bien ici, à Sophie de Menton? Un coup de cœur à Sophie de Menton, qui, comme tous les libéraux, a une vision que moi je trouve assez intéressante de l'économie, et elle dénonce en fait l'hypocrisie dont fait preuve la machine d'État vis-à-vis des travailleurs qui sont cachés, et de dire finalement, aujourd'hui vous êtes sans papier, vous pouvez travailler, et pour avoir une carte de séjour, on va vous demander 24 fiches de paye. Elle dit l'insertion se fait par le travail, l'intégration se fait par le travail. Donc elle dit finalement l'État, qu'est-ce qu'il veut? Il veut renvoyer les gens ou il veut les garder? Mais en tout cas, on ne peut pas rester dans cette hypocrisie. Et elle s'est mise d'accord même avec les CGT pour pouvoir essayer de faire changer les choses. Et je voulais vraiment lui lancer ce coup de cœur, parce qu'elle a l'entreprise chevillée au corps. Et c'est vrai que quels que soient les débats qu'on peut avoir en ce moment, en cette période préélectorale, eh bien, le travail est très important pour intégrer les gens dans une société, pour pouvoir, comme le disait Jean-Luc tout à l'heure, les faire sortir des poches de pauvreté. Et que par rapport à ces salariés qui sont parfois un peu exploités, il faudrait se mettre d'accord. Est-ce qu'on n'en veut pas, ou est-ce qu'on leur permet d'intégrer notre beau pays par la voie du travail? Et cette règle est assez inique. C'est vrai que Jean-Luc, on s'interroge sur cette procédure concernant les travailleurs sans papier finalement. On s'interroge tellement que plusieurs histoires qui ont fait l'actualité dernièrement. Oui, avec des boulangers. Ce boulanger de Besançon, qui avait un apprenti, et c'est arrivé dans pas mal d'entreprises, de petites entreprises généralement, où le patron, celui qui dirige l'entreprise, la petite entreprise, est tout à fait content de son salarié, et que la préfecture refuse de régulariser. C'est une situation qui existe dans pas mal de préfectures. Je pense à celle de Bordeaux notamment dernièrement. Oui. Jean-Claude. Oui. Alors, ce qui est surprenant, c'est qu'effectivement, vous voyez l'ambiguïté, c'est qu'on demande à des gens qui sont en principe en situation irrégulière de justifier d'une activité. Il y a une hypocrisie juridique. Là, je comprends pas. Et vous savez que dans certains pays, ça passerait pas. Aux États-Unis, vous pouvez pas dire je suis en situation régulière. Alors, on sait bien que les gens travaillent un peu, mais dire produisez-nous les fiches de paye qui indiquent que vous avez finalement violé la loi, puisqu'il est interdit de travailler si on n'a pas un titre de séjour régulier. C'est vrai, quand on y pense, on marche la tête. On vous dit, parce que pour qu'on soit bien d'accord, je suis pas préfet de police, mais en situation irrégulière, on n'a pas le droit de travailler. Donc là, on a des travailleurs sans papier qui ont des fiches de paye. Et on vous dit dans le même temps, produisez les fiches de paye. Ce qui veut dire que vous avez travaillé alors même que vous êtes en situation irrégulière. Donc on marche un petit peu sur la tête. Et là-dessus, parfois, on cherche la cohérence administrative. Non, derrière tout cela se pose en réalité la question de la migration économique. Comment est-ce qu'on organise un petit peu tout cela, qu'on mette à plat ces sujets. Ça, c'est une chose. Mais ceux qui sont déjà en situation de travail. Mais justement, si on réglait le problème en amont, on avait une vision plus générale de cette politique économique, on pourrait régler de manière plus souplement et plus efficacement ceux qui sont sur notre territoire. Maintenant, il faut faire très attention à ce que les régularisations au coup par coup ne créent pas des poches d'appel, d'où l'intérêt de travailler avec les employeurs qui, eux, ont besoin. Et c'est la meilleure chose que devraient faire les préfectures, et c'est non pas simplement en fonction d'une circulaire, décider qu'il faut tel ou tel secteur, mais de travailler au cas par cas et peut-être un peu plus localement. Régionaliser la démarche, parce que je vous rappelle que ce sont les préfets de département qui ont la compétence, donc ils ont la possibilité de mieux gérer la demande en la matière. Surtout que ce sont des emplois que l'on retrouve, Jean-Luc, des salariés, on va dire, on les appelle sans papier, mais c'est des salariés quand même dans des secteurs où justement on a du mal à trouver du monde. Faut être très clair. Je pense que par rapport à cela,
je sais bien que l'Allemagne n'est pas vraiment... c'est pas génial tout ce qu'ils font, mais par rapport à la gestion de la migration, je pense qu'on a des leçons à prendre de l'Allemagne. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que Mme Merkel, quand elle a décidé d'accueillir plusieurs centaines de milliers de migrants, elle a réussi à faire que les régularisations de migrants en Allemagne se passent beaucoup mieux que chez nous. Chez nous, c'est toujours, on vient de le dire, chacun on est conscient, c'est réellement à la tête du client. Ou alors par rapport au soutien que peuvent obtenir ici ou là par les fédérations professionnelles d'entreprises ou par certains patrons, dont celui dont on vient de parler à Besançon, qui se mobilisent. Voilà. Et que les préfectures font du coup par coup. Le coup par coup ne marche pas. Après, il faut faire attention toujours à la manière dont on aborde ces sujets. Et vous le savez, en France, on aime débattre, on aime la politique. Si on aborde ce sujet-là en prononçant d'abord le terme d'immigration, on déchaîne les passions. Si on aborde le sujet en parlant d'économie et de protection sociale et de financement du système social, on apaise un peu plus. Et c'est vrai, pour rebondir sur ce que disait Jean-Claude, les organisations professionnelles, la CPME, l'UPA, le MEDEF, auraient fort à faire de se saisir de ce sujet parce que ça apporte tout un tas de réponses intéressantes sans hystériser le débat. D'où l'intérêt effectivement des personnalités comme Sophie qui effectivement mettent leur notoriété et leur voix sur un sujet comme ça pour demander que ça bouge un peu. On accueille Alexis Poulain. Bonjour Alexis. Bonjour, désolé du retard. Il n'y a pas de souci. Et vous arrivez pile poil Alexis pour votre coup de gueule. Et moi, vous êtes en forme, donc L214. On y va. Oui, c'était un dernier reportage de L214, cette association de protection des animaux, qui allait filmer dans un abattoir Bigard les conditions affreuses de travail et de mise à mort des animaux, avec des vaches enceintes qui sont tuées pour qu'on les mange ensuite, des pratiques. Bon, bref, vous n'avez pas à voir ce reportage si ces images vous dégoûtent, mais je voulais souligner le travail de ces lanceurs d'alerte, parce que finalement, pourquoi continuer à faire semblant, puisque vous avez des chaînes d'abattoirs qui disent avoir tout mis en place pour que les animaux soient pas maltraités. C'est pas forcément le cas, et le gouvernement qui travaille pour faire des lois pour empêcher ce travail de lanceurs d'alerte, pour empêcher justement que ces images puissent être tournées à l'intérieur des abattoirs et criminaliser ce travail-là. Or, c'est un travail nécessaire. Je crois qu'il faut arrêter avec cette façon de traiter les animaux et les travailleurs, parce que c'est des secteurs en grande tension. Par exemple, en Grande-Bretagne, le secteur des abattoirs ne recrute plus et ils en sont à brûler des carcasses de porc parce qu'ils ne peuvent plus les transformer en nourriture. Donc on marche sur la tête. Ce système-là est un système criminel, tout simplement. Et plutôt que d'arrêter de tuer des cochons pendant un temps, on va les tuer pour rien, pour les brûler, parce que en Angleterre, suite au Brexit, ils ne trouvent plus de travailleurs. C'est pas un métier qu'on fait par plaisir, le travail en abattoir. Et il y a eu plusieurs reportages sur à la fois le trauma psychologique de ces travailleurs, physique également, parce que c'est un travail assez dur, et finalement il n'y a pas vraiment de santé au travail dans ces cas-là. Voilà. Donc c'est autant l'animal que l'homme qui sont à protéger dans ce cas-là. Il manque un tout petit peu peut-être d'hommes et femmes des services vétérinaires pour aller contrôler aussi les méthodes qui sont très réglementées, parce que il n'empêche qu'il y a des dérives. Ils ne sont pas livrés à eux-mêmes, mais normalement il y a des contrôles. Jean-Luc. Que dans ces abattoirs, ce sont souvent des salariés migrants. Oui. Absolument. Et c'est pour ça qu'en Angleterre, suite au Brexit, ils n'arrivent plus à recruter puisqu'il n'y a plus de travailleurs. C'est tout le problème du système français. Très souvent, on met en place une réglementation et la phase opérationnelle ne suit pas. C'est-à-dire qu'il y a effectivement un responsable politique, quel que soit son parti, ou un juriste vous dira, ou un activiste vous dira, voilà, il y a une réglementation, on prévoit ceci, cela. Et effectivement, ce que nos concitoyens exigent de nous aujourd'hui, c'est que très souvent, on fait une annonce, on dit, voilà, on a pris un texte, on a une réglementation, et que derrière, il n'y a pas le résultat. Pourquoi ? Parce que la phase opérationnelle, le suivi n'est pas effectué, la phase opérationnelle n'est pas prévue, les fonctionnaires ou les cadres qu'il faut pour pouvoir opérer ne sont pas recrutés, et on assiste à ce désamour entre nos concitoyens et le personnel politique, parce que précisément, les résultats, ce que nous disent sur le terrain, les résultats ne sont pas au rendez-vous. Allez, on continue avec les coups de cœur et les coups de gueule. Jean-Luc, vous êtes en rogne contre une fumeuse. Non, c'est pas vraiment un coup de gueule. Sur ma note. C'est une alerte sur la soi-disant future présidence française de l'Union européenne, en pleine campagne présidentielle d'ailleurs, avec le président de la République. Alors je rappelle que
Je rappelle que... Oui, non, il ne se prépare à rien du tout. Je vais vous dire pourquoi. L'Union européenne est dirigée déjà par le président du Conseil européen. L'Union européenne est dirigée déjà par le président du Parlement européen. L'Union européenne est dirigée déjà par la présidente de la Commission européenne. Je pourrais finir le tour, hein, je pourrais encore aller plus loin. Oui, tous les 6 mois, les gouvernements et les présidents de la République, ou Premier ministre ou président de la République, prennent cette soi-disant présidence de l'Union européenne pendant 6 mois. Tout ça, c'est très bien, sauf que en 6 mois, chacun sait bien qu'on ne fait rien changer directement. Et donc, cette présidence tournante, qui va d'ailleurs s'arrêter dans quelques années ou dans quelques mois, ne sert strictement à rien. C'est juste, comment dire que... faut pas en faire trop quand même avec cette histoire de présidence française pendant la présidentielle au niveau de l'Union européenne. C'est une, on va dire, comment on appelle ça? C'est du folklore, c'est ça que vous dites? Non, c'est pas du folklore, mais... Alors je vous prends un exemple, je vais aller vite parce que c'est un sujet complexe. Par exemple, ce qu'on appelle le traité de Lisbonne a été travaillé pendant plusieurs présidences semestrielles. Elle s'appelle traité de Lisbonne parce qu'elle a commencé par une présidence portugaise de l'époque. Mais il a été finalisé quand l'Allemagne avait la présidence. Donc tout ça, voilà, ça a un certain sens dans la gestion de l'Union européenne, même si elle est... Dans ce que je viens de dire, tout le monde comprend bien que c'est ce que disent souvent les présidents américains, notamment qui on appelle pour téléphoner à l'Union européenne et pour contacter l'Union européenne. On ne sait plus, puisqu'il y a des présidences partout. Donc voilà, c'est juste pour ne pas surestimer cette histoire de présidence française. Il va y en avoir beaucoup, effectivement, beaucoup d'annonces, et ça va être effectivement dans l'actualité dans les prochains jours. Jean-Luc, on se retrouve dans un instant avec le coup de gueule de Jean-Claude Beaujour, qui rejoint et qui ouvre notre premier débat sur la survie de l'hôpital public. Est-ce que l'État n'a tout simplement pas abandonné quand on voit les chiffres qui ont été publiés hier, les questions que l'on peut se poser autour de l'état de cet hôpital public? On se retrouve dans un instant sur Sud Radio et avec vous au 0826 300 300. À tout de suite. Allez, on est avec Jean-Claude Beaujour, avocat président de France Amérique, Jacques Isabello, communicant, cofondateur de l'agence Coriolink, Alexis Poulain, journaliste, directeur de la publication du Monde Moderne. On vous connaît bien aussi, vous êtes tous les jeudis matins dans la matinale de Sud Radio, éditorialiste aussi sur RT France. Et puis Jean-Luc Benamias qui est avec nous depuis Marseille, membre de la Ligue des droits de l'homme et ancien membre du Conseil économique, social et environnemental. On ouvre le dossier avec votre coup de gueule, Jean-Claude, qui est en fait l'état de l'hôpital public, avec cette enquête qui a été publiée hier et qui nous laisse pantois. Oui, ou sans voix. Oui, en effet, en un mot pour qu'on comprenne bien, parce que c'est ce qui sera important pour nos concitoyens. Aujourd'hui, nous avons un désert médical, nous avons de grands centres hospitaliers universitaires qui manquent jusqu'à 20-30% de personnel. On est dans l'incapacité, pour être très concret, nous sommes dans l'incapacité d'assumer ce qui est un droit fondamental, c'est le droit à la vie, le droit à la santé. Ce qui est surprenant, c'est que depuis plusieurs années, on parle de ce sujet. Depuis plusieurs années, on a eu des plans. On a le sentiment que d'une part, on a fait simplement de la budgétisation, on a eu la T2A, on a fait un plan hôpital, patient, santé, territoire, il y a un COPERMO, un comité qui tente de gérer la question hospitalière. Nous n'arrivons toujours pas à résorber le désert médical, et peut-être, c'est ce que je dis, ce qui est scandaleux, c'est qu'on va faire appel à des médecins étrangers parfois pour assumer notre santé. Donc on nous dit, on finance les études d'un certain nombre de nos jeunes et sans pouvoir en bénéficier. Deuxièmement, on n'arrive pas à imposer à un certain nombre de jeunes médecins l'implantation obligatoire, au moins en début de carrière, dans tout ce qui est déserts médicaux, et ça crée une injustice à un moment où, fait très important, où la pyramide des âges fait que nous avons un besoin en soins qui explose, et un besoin en accompagnement de la dépendance, puisqu'on va arriver à un stade où les baby boomers, la tranche née entre 1940 et 1970, arrivent en plein sur ces besoins-là. Donc effectivement, c'est le gros scandale, c'est l'incompréhension de ma part. J'ai envie de dire, à un moment où on nous a dit, on avait tout compris après le Covid, on a bien vu un certain nombre d'erreurs.
j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on attend pour pouvoir réagir et ne pas attendre que le pire se produise pour pouvoir dire, on va réfléchir. C'est maintenant que nous devons préparer le tout de suite ou l'après-demain. Et donc, moi j'attends effectivement qu'on prenne un certain nombre de mesures fortes pour résoudre le problème des déserts médicaux, pour résoudre, pour mieux accompagner nos soignants. C'est quand même inquiétant. Alors, on rappelle juste les chiffres parce qu'ils sont tombés hier. On a eu la réponse d'Olivier Véran, on va revenir dans un instant. 20% des lits seraient donc actuellement fermés par manque de personnel. En 2020, 5800 lits ont été fermés selon le rapport de la Direction de la Recherche, des Études, de l'Évaluation et des Statistiques, l'adresse, est publié en septembre. Et c'est ce que disait hier Libération avec un ministre de la Santé qui dit on ne peut pas tout résoudre tout de suite puisque le sujet est long. Et le sujet est ancien. Sauf qu'on sort du Covid où on nous a promis qu'il y aurait beaucoup de choses. En tous les cas, beaucoup d'investissements. Jean-Luc Benamias, 19 milliards pour le Ségur de la Santé, dont 10 milliards pour les salaires. C'est un début de rattrapage. On mettra 10 ans, 20 ans. Aujourd'hui, on considère que l'hôpital public, en fait, est, on va dire, sous-administré. Il vaut mieux se tourner vers une médecine dite privée et plus chère. J'essaye de comprendre ce qui vient de se passer. On ferme des lits. On ferme des lits, oui. On a fermé 6000 lits, me semble-t-il, autour de cela. Oui, c'est ça. Oui, pas loin, en tous les cas. Et en même temps, nous apprenons là que plusieurs centaines de lits ne sont pas ouverts. Et nous avons le comité scientifique qui annonce tout cela et le ministre de la Santé qui nous dit bon, on va étudier cette situation. Non, mais on est où là? C'est totalement, tout ça est totalement incompréhensible. Inaudible. Tout ça après avec des chiffres qui sont annoncés de plusieurs milliards qu'on mettrait pour sauver la santé publique. Alors, c'est vrai que nous avons un double système. Il vaut ce qu'il vaut entre la santé publique et la santé privée. Qui, elle aussi, d'ailleurs, embauche des docteurs ou des infirmiers et infirmières qui viennent de l'Union européenne ou hors Union européenne. Moi, je ne vois pas vraiment de problème par rapport à ça. Mais j'essaye de comprendre. Et là, je le dis, cette situation est totalement incompréhensible. Totalement. C'est-à-dire, comment le ministre est capable de nous raconter ce qu'il nous a raconté hier? Je ne comprends pas. Mais non, mais c'est bien tout le problème, c'est-à-dire que on a là une équipe gouvernementale qui dit la même chose que les autres. C'est pas de notre faute, c'est ceux d'avant. Vous savez, nous on essaye de résumer. Alors après 19 milliards. Non, mais il faut arrêter de croire. Oui, 19 milliards promis. Et puis il faut voir. Le problème, c'est si vous avez 19 milliards à distribuer, mais plus personne qui veut travailler dans l'hôpital public, là il y a un vrai problème. Et rappelez-vous, la crise des urgences, elle n'est pas nouvelle. À l'époque, la réponse c'était vous voulez que je fasse de la dette? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Mais enfin, le problème, c'est la mentalité du néo-management public, le fait de dire que l'hôpital doit être une entreprise comme une autre, l'hôpital de flux, le profit, le fait que finalement on sous-investit bien sûr dans le service public depuis des années. Ce sont les mêmes qui sont à la manœuvre. Comment peut-on les croire? Moi je veux bien, on va nous dire on va changer les choses, donnez-nous 50 plus et vous allez voir. Non, je crois pas. Je crois que c'est une philosophie, celle de casser l'État-providence, celle de casser les services publics, celle de vendre à la découpe au secteur privé pour l'assurance, la banque assurance, que ce soit le secteur de la vieillesse, le secteur de la retraite, le secteur de l'éducation également. Regardez, Macron à Marseille, plutôt que de dire on va construire des nouvelles écoles, on va dire non, mais on va faire en sorte que les écoles choisissent leur personnel, et puis on va privatiser tout ça gentiment sans le dire. Il est là le problème, c'est philosophique. C'est est-ce qu'on veut un État qui assure du service public et qui s'occupe des citoyens, ou est-ce qu'on s'en fout et on laisse ça au privé? Jackie. Après, je rejoins ce que dit Jean-Luc tout à l'heure, ça coûte. Le budget consacré à la protection sociale, c'est 700 milliards par an. Oui. Tout compris. Mais on a bien vu. Le problème, c'est que, pardonnez-moi, mais par rapport à ça, on a vu pendant le Covid qu'on considérait que la santé n'avait pas de prix. Oui, tout à fait. Oui, alors, Jean-Luc a dit quelque chose d'intéressant et je pense qu'il y a quelque chose à travailler. Tout à l'heure, il parlait de la conciliation entre le privé et le public. Là, il y a un problème qui est intrinsèque à ce secteur-là. Reprenez ce qu'ont dit les représentants syndicaux de médecins libéraux au sein de ce qu'on appelle les URPS pendant la crise. Ils ont dit c'est pas un Grenelle de la santé qu'on a fait. Ils ont dit, les médecins libéraux, c'est un Grenelle de l'hôpital. Ils ont dit, vous avez donné tout l'argent à l'hôpital, sauf que pour que l'hôpital fonctionne bien, eh bien, vous le savez, il faut qu'il y ait tout un tas de petites urgences qui soient gérées par les professionnels libéraux. Et l'hôpital a dit au médecin libéral, mon gars, le médecin cadre, il est à l'hôpital. Toi, pour le Covid,
tu comprends rien. Donc, 1, on va tout donner sur le dos du SAMU. Et 2, ce que tu faisais avant pour contrôler les épidémies, eh bien, c'est l'hôpital qui va le faire. Et les médecins libéraux, qu'est-ce qu'ils ont dit? Eh bien, ils ont dit, camarade de l'hôpital, tu vas te débrouiller avec le machin. Et vous avez vu que ça a très très mal fonctionné. Si déjà l'ensemble de ces professionnels de santé qui sont bac plus 40, qui au bout d'une demi-heure de réflexion nous laisseraient tout à 10 mètres derrière tellement ils fonctionnent bien, leur dire, les amis, il faut que vous régliez ce problème, parce qu'avant d'incriminer l'État, on peut incriminer l'État, mais il faut que les directeurs d'hôpitaux et les médecins se mettent d'accord sur quelque chose qui depuis 25 ans ne fonctionne pas, et c'est intolérable qu'on ait encore des déserts médicaux. Et je terminerai là-dessus, qu'ils gèrent entre eux le problème des déserts médicaux, parce qu'ils ne veulent pas entendre des affectations dans certains territoires de médecins en début de carrière. Je vais donner, quand vous êtes journaliste à Sud Radio, vous travaillez où vous voulez. Quand vous êtes journaliste du service public à France Bleu, si on vous dit d'aller à Tarbes un week-end, si on vous dit d'aller à Reims 2 mois après, vous faites votre boulot parce que vous êtes employé de l'État. C'est pareil pour les militaires, c'est pareil pour les enseignants, certaines fonctions publiques, comme les enseignants. Eh bien, quand même, il faudra que les médecins, à un moment, se décident entre eux de régler ce problème avant de taper sur l'État. Parce que si on continue de taper sur le gouvernement, honnêtement, ça ne changera rien. Il n'y a pas que le problème des médecins. Et le ministre l'a dit, les professionnels qui manquent sont aussi des infirmières, aussi des personnes qui sont sous l'autorité des médecins. Et donc, ce manque qui est criant n'est pas nouveau. Et la question, c'est comment fait-on fonctionner l'hôpital public en ayant un système où on déserte, où même le personnel médical déserte. On a parlé souvenons-nous, il y avait eu des grèves avant la Covid, il y avait eu des grèves de personnel de santé, et puis on avait un peu négligé les choses. Donc le sujet est combien est-ce qu'on est prêt à mettre sur la table, ou alors est-ce qu'on veut véritablement laisser un système dans lequel on aura une France à 2 vitesses en matière de santé, public et privé pour ceux qui le pourront. Et ça, c'est le risque. Après, demandez aux étudiants en dentaire aujourd'hui où est-ce qu'ils veulent aller se former. Parce que la formation en France est terrible. Je donne juste un exemple. Vous savez que les étudiants en dentaire, là, on leur a dit, si jamais tu ne viens pas une fois, même si tu as le Covid, écoutez bien ce que je suis en train de dire, même si tu as le Covid, tu iras au rattrapage. Donc il y a des étudiants en dentaire dans certaines facs françaises qui sont venus étudier avec le Covid pour ne pas se retrouver en rattrapage. Donc les gamins en dentaire, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont étudier en Roumanie et en Espagne parce que le système leur convient. Donc dès le début, notre système médical a mis en place des choses qui fait qu'à la fin, vous n'avez plus d'aide-soignante, vous n'avez pas d'infirmière. Ah, les infirmières, il n'y a pas de problème en Suisse. Il n'y a pas de problème en Belgique. Les sages-femmes, il n'y a pas de problème de sages-femmes en Belgique et en Suisse. Et nous, en France, grand pays, on n'y arrive pas. Donc à un moment, il va falloir que eux se mettent d'accord et règlent leurs problèmes en famille. Ouais, et il y a des gens qui habitent à plus d'une demi-heure d'un centre hospitalier. C'est ce qui s'appelle un abandon de chance, très concrètement, quand on a une pathologie lourde. Aujourd'hui, alors il y a la France Insoumise, par exemple, qui a proposé un moratoire sur la fermeture des lits dans les hôpitaux. Est-ce que c'est une bonne ou mauvaise solution? C'est une idée à creuser pour l'instant. Ça serait bien que ce sujet soit vraiment au cœur de la campagne électorale à venir. C'est pour ça qu'il faudrait qu'on ait une réflexion sur la santé, parce que là on parle de l'hôpital, et la réflexion ne doit pas porter que sur l'hôpital. La réflexion doit aussi porter sur ce grand plan santé dont on a besoin. Et je rappelle qu'il y a tous les baby boomers qui arrivent en matière de dépendance, parce que qui dit dépendance dit besoin accompagnement, mais aussi les EHPAD, mais aussi le personnel médical qu'il faut. Moi, j'ai vu des personnes non consultées qui n'arrivaient pas à trouver des médecins au cours de ces derniers mois et qui attendent en province, qui attendent plusieurs semaines. Je vous recommande la lecture de ce témoignage de ce médecin de campagne dans l'Humanité ce matin. Et sur le rôle des ARS dont on n'a pas encore parlé. Oui, on aurait pu ouvrir. Alors, le dossier est lourd, et dossier est épais, on y reviendra certainement, mais dans un instant, on va ouvrir l'autre volet, c'est celui des violences urbaines qui agitent et qui empoisonnent la vie des habitants d'Alençon. Lyon, c'était en début de semaine, avec une question: est-ce que les familles doivent être elles aussi tenues pour responsables quand leurs enfants débordent? C'est une question qui revient régulièrement, mais qui doit être posée. On y revient avec vous également au 0826 300 300. À tout de suite. Avec Jean-Claude Beaujour, avocat, président de France-Amérique, Jackie Isabello, communicant, cofondateur de l'agence Coriolink, Alexis Poulain, journaliste, directeur de la publication du Monde Moderne, éditorialiste à Sud Radio et RT France, et Jean-Luc Benamias, membre de la Ligue des droits de l'homme, ancien membre du Conseil économique, social et environnemental. Il va être beaucoup de questions d'environnement dans les prochains jours, Jean-Luc, environnement. Il va y avoir la COP.
Oui, la COP 26, après la COP 21, la COP 22, la COP 23, la COP 24. C'est avant la 27. Pardon, je ne moque pas, mais voilà. Oui, il va être question d'environnement, comme il est question d'environnement absolument tous les jours. Exactement. Violence urbaine. Alors, les familles sont-elles trop laxistes? Pourquoi cette question? Tout simplement parce qu'à Alençon, vous le savez, il y a eu ce guet-apens tendu par des jeunes à des policiers et des pompiers dans la nuit de mardi à mercredi. Les forces de l'ordre ont été ciblées par des tirs de mortier d'artifice et 13 voitures incendiées. C'est le bilan de cette nuit d'émeute dans le quartier de Pessaigne, situé dans le sud-est de la ville. Il n'y a aucun blessé. Le maire socialiste d'Alençon, Joachim Pueyo, je le cite, pointe la responsabilité des familles en accusant les parents d'enfants mineurs dans le quartier. Il les accuse de laxisme. Voici ses propos, c'est le verbatim. Je ne suis pas d'accord quand on dit qu'ils sont complètement perdus. Un jeune mineur doit aller au collège, au lycée. À Alençon, on a toutes sortes d'activités sportives et culturelles. Donc, il ne faut pas dire qu'ils sont perdus. Il y a quelque chose de plus fort que ça, une volonté de gagner de l'argent facile avec une économie souterraine très grave qui perturbe l'équilibre républicain. Voilà les propos du maire. Il fallait qu'il soit dit pour qu'on pose le débat, en sachant que Marine Le Pen est ce matin aux côtés des policiers du côté d'Alençon. Donc le sujet devient évidemment un sujet de campagne électorale. Il en fallait pas plus que ça. Mais cette question des familles et du rôle des parents d'enfants mineurs qui revient régulièrement, est-ce que c'est dire la faute aux parents? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est aussi avec eux qu'on va faire avancer le dossier? Oui, c'est évident. Enfin, ça m'énerve de voir que ce sujet revient de manière cyclique, comme s'il n'existait pas, comme si en dehors des campagnes, il n'existait pas. On découvre la violence liée au trafic dans ces quartiers. Elle est endémique, elle est perpétuelle, elle est permanente. Vous avez Alençon, vous avez des policiers qui se sont fait tirer dessus à balles réelles maintenant. Là, la violence augmente d'un cran. Les armes qui circulent dans ces quartiers. Rappelez-vous l'épisode tchétchène à Dijon où Rebsamen, le maire de Dijon, a dit « Oh, j'ai pas vu d'armes ». Elles étaient présentes sur toutes les vidéos, des armes dernière génération. On peut continuer de faire l'autruche longtemps en disant oui, alors il faut effectivement que les parents élèvent leurs enfants. Oui. C'est pas normal qu'un mineur se retrouve à la rue après 21h ou je sais pas quelle heure à faire n'importe quoi. C'est pas normal. Il y a quelque chose qui va pas dans l'éducation. Ça, c'est clair. Mais comment vous imposez à des parents une éducation qui est dans l'intérêt de l'enfant? C'est-à-dire pas des mauvaises fréquentations, simplement, pas de trafic de drogue, pas de vol et une école qui lui permet de s'émanciper aussi. C'est un problème beaucoup plus vaste en réalité. Mais l'angélisme, je crois qu'aujourd'hui, il a atteint sa limite. On ne peut pas sortir chaque semaine un fait de violence des gamins qui se font tuer à cause du trafic, parce qu'ils sont de plus en plus tarés. En plus, biberonnés à de la série américaine, en disant « moi je vais être le caïd du quartier » et on se retrouve avec des gamins de 14 ans qui se font flinguer pour ça. On ne peut pas continuer. Donc c'est quoi? C'est des policiers de terrain. La police de proximité, elle avait été supprimée. Caméras. Des caméras, ça suffit pas. Moi, je veux bien la vidéoprotection, ça protège pas. Non, mais bien sûr, il y en a, mais la caméra n'empêchera, limitera peut-être, mais n'empêchera pas. À la base, c'est l'éducation. Oui, je pense que c'est extrêmement important, l'éducation et bien sûr le rôle de la famille. Donc, est-ce qu'il faut la sanctionner, la famille? Certains remettent sur la table le fait de devoir supprimer des allocations à des enfants qui seraient impliqués. C'est ce que dit en sous-main le maire d'Alençon. Oui, c'est une idée qui est là depuis longtemps, mais personne ne veut toucher. Mais Jean-Claude. Oui. Moi, je pense qu'on a eu déjà l'occasion de débattre de ce sujet. Alors, certains nous disent, si on réduit les allocations familiales, des familles qui sont déjà dans la pauvreté seront encore plus dans la pauvreté. J'entends cet argument. Cela étant, cette situation ne peut pas durer. Moi, je suis pour une chose, sanction maximale lorsqu'il y a infraction, application des sanctions, en même temps accompagnement dans nos quartiers, parce qu'il faut aussi redonner de l'espoir dans ces régions où effectivement l'argent est roi. Pourquoi? Parce qu'on a une société qui a aussi promu l'argent plutôt que de promouvoir aussi un certain nombre de fonctions. On vient de dire, on a débattu tout à l'heure sur le travail en disant qu'il y a des tas d'emplois qui ne sont pas pourvus. Mais moi, je vais vous dire, mes parents m'ont toujours fait comprendre qu'il valait mieux être actif, quelles que soient les formations qu'on avait eues, plutôt qu'être inactif. Alors qu'aujourd'hui, on a le sentiment que ce qui est important, c'est finalement c'est cet argent facile. Mais je pense qu'il faut même pas, on se moque de ce sentiment. Il faut surtout dire qu'il y a des règles, parce que je ne sais pas très bien au fond. Je comprends l'éducation, c'est celle qu'on a tous reçue, mais c'est compliqué de faire appliquer des règles sur le fondement de valeurs ou de perception morale, parce que l'éducation, il y a une dimension morale. Moi, je suis pour un certain nombre, qu'on rappelle un certain nombre de règles extrêmement simples, mais qu'elles soient appliquées, mises en
en œuvre, sanctionner. Ouais. Voilà. Mais après, quand on parle de famille aussi, il faut voir comment fonctionne la famille. Souvent des familles monoparentales, peut-être que elles n'attendent que ça, qu'on les aide. Alors, sans doute, mais là où il faut être attentif, c'est qu'on ne peut pas effectivement se substituer aux parents. On parle de sanctions. Oui, nous avons une société qui est malade de son éclatement. Avant, on vivait, les cellules familiales étaient un peu moins éclatées, on vivait de manière moins urbaine. Aujourd'hui, les grands-parents ne sont plus là, parce qu'il y a toujours eu des problèmes de famille. Mais il y avait autour un oncle, une tante, des grands-parents. Maintenant, on vit de manière éclatée, y compris en France. Donc c'est vrai qu'il faut peut-être réfléchir à nos modes de fonctionnement, aux modes d'accompagnement, aux modes de signalement de famille ou d'enfants en difficulté, qu'on puisse intervenir beaucoup plus tôt et non pas laisser des situations se détériorer. Jean-Luc, je posais la question du rôle des parents. Hein. Des fois, on entend souvent dans des histoires comme ça, les parents dire « mais je n'y arrive plus avec mon ado », par exemple. Donc peut-être aussi. Je sais pas. On entend souvent. J'ai le cas sur Marseille et des cités autour de Marseille, puisque Marseille n'a pas de banlieue. Enfin, c'est ce que disent les Marseillais. Mais il y a beaucoup de cités. De cités en grande difficulté, de cités où la pauvreté est absolument gigantesque, de cités où le taux de chômage dépasse évidemment les 50%, si c'est les 60%. Ça fait combien de temps qu'on a arrêté de faire réellement de la politique de la ville? Ça fait combien de temps qu'on a arrêté de faire qu'il y ait de la police de proximité? Ça fait combien de temps qu'on a arrêté de faire qu'il y ait des associations locales suffisamment aidées, surveillées, contrôlées? C'est-à-dire qu'on voit bien que l'argent qu'on donnerait à ces associations doit être doit avoir une action réelle par rapport à la citoyenneté, par rapport à l'éducation, par rapport à la formation, notamment à l'apprentissage du français. Alors après, il y a le problème qui existe depuis maintenant plus de 40 ans des drogues en général et en particulier, et donc des commerces, illégaux, au-delà même des drogues. Et à ce niveau-là, il y a eu sérieusement aucune politique menée réelle. Parce que la politique aujourd'hui menée d'arrestation, je prends l'exemple de Marseille où il y a plus de 100 cités où existent des pôles de vente de drogue. On fait une intervention avec 300 policiers ou 300 CRS une journée sur une cité. Pendant ce temps-là, l'ensemble des autres cités savent très bien que l'ensemble des forces policières sont mises sur cette cité, et donc le commerce continue dans d'autres cités. Il y a des solutions à cela, d'autres pays s'y prennent mieux, et je finis sur les familles. C'est souvent le cas, et quand j'en discute souvent avec elles, je les fais souvent, c'est des familles où il y a parfois 7, 8, 9 enfants. Ils maîtrisent, ils ont une éducation réellement faite et coordonnée par rapport à la majorité de leurs enfants, mais il y en a un ou deux, il y a eu abandon parce qu'ils n'arrivent plus à les contrôler. Et moi, je crois que c'est le rôle, à ce niveau-là, en dehors des parents, c'est le rôle de la société et de l'État, ou des collectivités locales et territoriales, de mettre les moyens nécessaires pour refaire de l'éducation et repermettre à ces enfants perdus, ou ces adolescents, mais ce n'est pas uniquement des adolescents, hein, ce n'est pas uniquement des moins de 14 ans, hein, ça peut être aussi des gens qui sont hors de la société du travail, mais qui ont entre 20 et 25 ans. Donc les solutions, elles sont pas, il n'y a pas de solution miracle, ça se saurait, parce que sinon ça ne durerait pas depuis 40 ans. Hein. Je pense que là-dessus, parce que ce sujet n'est pas nouveau, on a beaucoup débattu sur l'ensemble de vos chaînes et de vos plateaux, ce sujet est tellement profond, il n'y a pas un médicament pour régler le problème. Il y a une palette et ça ne... Et ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Je pense que là encore, j'ai entendu dire, il suffirait, il n'y a qu'à Faucon, dans 3 mois, le problème ne sera pas résolu. Nous sommes sur un plan à 5 à 10 ans. Vous voulez dire quoi quand vous dites dans 3 mois, ça ne sera pas résolu? Non, mais si vous voulez... Non, mais certains disent qu'il faut quelqu'un qui annonce aussi la couleur avec une forme d'autorité verticale en disant c'est fini. Mais attendez, je veux bien, je dis simplement, oui, on peut avec un peu de solennité, mais il faut comprendre. Vous savez, moi, je suis un homme de terrain. J'entends ce qu'attendent nos concitoyens, ce qu'ils comprennent. Bien sûr, vous allez dire avec un peu de solennité, mais ils estimeront ou imagineront que 3 mois après, qu'il n'y aura plus de problème. Ça n'est pas vrai. Il faut bien entendu annoncer, mais on a bien dit, il faut une politique de la ville. Il faut une politique judiciaire qui corresponde à la réalité, parce que les textes existent, très souvent, il n'y a personne pour pouvoir les appliquer. Il faut que on lutte contre le trafic de drogue, mine notre pays. C'est le problème le plus important. C'est le problème le plus important. Alors, je reconnais, il y a ici ou là un
contrôle de temps en temps, un contrôle aux frontières, mais il faut donner aux douaniers la possibilité de pister. La politique répressive, elle ne marche pas. Non, mais il faut travailler ce sujet. Nous sommes et il faut, à côté de cela, il faut effectivement se dire que il faut revaloriser. Vous voyez, il faut revaloriser le travail pour que les gens aient envie de travailler et ne se disent pas. Parce que vous savez, ce sont des familles dans lesquelles aussi, de père en fils, parfois c'est le chômage. Il y a cette pauvreté dont on a parlé. Donc, ce sont tous ces éléments qu'il faut remettre dans un projet d'ensemble et que l'on attend. Jackie, on vous a pas entendu sur ce sujet. Rapidement. Il existe déjà un défaut d'autorité parentale, donc évidemment que les familles. Moi, je me souviens d'un bouquin. Pardonnez-moi, être parent, ça s'apprend. Il y avait un bouquin qui était sorti. Et c'était une des mesures, moi, que j'avais appréciée dans le programme de Ségolène Royal à l'époque, mais passons assez vite. Juste pour être très rapide, j'incite vos éditeurs à aller voir le travail d'Emmanuel Auriol, qui est une très grande économiste et qui a travaillé d'un point de vue économique sur le problème du cannabis. Et elle dit en gros, j'ai fait un état des lieux de tout ce qui se passe en Europe. En France, on a la politique la plus répressive et ça ne fonctionne pas, ça se développe encore plus. Et donc, elle propose des choses en disant, il faudra quand même s'apercevoir que de criminaliser un maximum, de toute façon, ça n'empêchera pas le développement des crimes, ça n'empêchera pas les poches de pauvreté et ça n'empêchera pas ces caïds qui mettent la pression sur des parents qui, dans certains quartiers, sont complètement démunis. Il va falloir se saisir de ce dossier parce que la politique répressive ne fonctionne pas et même les policiers vous le disent. Il faudrait plus de policiers pour contrôler la grande criminalité financière plutôt que de passer 300 flics dans des quartiers alors que le trafic de drogue continue de se développer. Et le travail de Madame Auriol, d'un point de vue économique, est extrêmement intéressant et propose des solutions pratico-pratiques, mais qu'on n'est absolument pas prêt à entendre. Et d'ailleurs, je ne vous les ai même pas formulées. Voilà. Oui, rapidement, Jean-Luc. Rapidement, le travail de Mme Auriol, comme le travail de plusieurs spécialistes des addictions. À ce niveau-là, les spécialistes d'addiction disent que la politique menée en France, quelle que soit l'addiction, mais là c'est l'addiction par rapport aux drogues dures ou aux drogues dites douces, moi, je pense qu'on a effectivement, eh bien, ce travail-là n'est pas fait en France, n'est pas coordonné, et ça donne une politique répressive qui, comme tu l'as dit, Jackie, ne donne aucun effet. Ouais, et puis la lutte contre les addictions, vu l'état de notre système de santé, c'est compliqué de s'y atteler, donc la boucle est bouclée. Hyper criminalisé, j'ai dit qu'il existe des tests et qu'il faut accompagner, il faut appliquer et accompagner. Allez, on s'arrête un court instant, on continue sur ce sujet parce que dans un instant on ira au standard au 0826 300 300, vous nous appelez pour parler effectivement de cette conséquence des émeutes, des violences urbaines. Est-ce que les familles sont trop laxistes? C'est la question que l'on se pose et comment effectivement tenter de résoudre, au moins commencer de résoudre le problème. À tout de suite. Avec Jean-Claude Beaujour, Jackie Isabello, Alexis Poulain, Jean-Luc Benamias et également avec au 0826 300 300 Guy de Paris qui nous appelle. Bonjour Guy. Soyez le bienvenu. Bonjour madame. Bonjour messieurs. Bonjour. J'ai 70 ans passés. Il y a un peu plus de 20 ans, j'étais président d'une association de parents d'élèves représentant une des 2 plus grosses associations de parents d'élèves de France. J'étais en pavillon, mais immergé dans la cité. Nous contrôlions à la fois le primaire et le secondaire. Jusqu'à présent, sur les ondes radio, j'entends beaucoup parler des conséquences, du traitement des conséquences, mais jamais quasiment de la cause. Or, une des très grandes causes, une des causes principales de cette perturbation que vit la France depuis quelques années, c'est le manque de travail. Manque de travail dû à la fuite des entreprises françaises à l'étranger, et surtout dû à la politique française qui a voulu faire de ce pays un pays uniquement de services, de conception, d'intelligence, mais pas de fabrication, d'activité réelle. Manque de travail, qu'est-ce qui se passe? Les parents sont au chômage, ce sont les enfants qui font vivre la famille par la drogue. Je l'ai vu, ça. Vous l'avez constaté, c'est ce que vous dites, effectivement. Mais Jean-Claude, vous dites... on est complètement d'accord. On a eu l'occasion de le dire. Il y a une palette, et on vient de rappeler qu'il faut donner de l'espoir, qu'il faut créer de l'emploi, lutter contre le chômage. Et puis une chose, la réindustrialisation, vous avez raison, la réindustrialisation passe aussi par le fait de conserver nos ingénieurs. On parlait des médecins tout à l'heure, mais conserver nos ingénieurs qui aujourd'hui vont tous faire de la finance. Eh bien, on voudrait que nos ingénieurs créent, parce qu'on ne peut
pas faire de la réindustrialisation, maintenir les entreprises industrielles en France, si nous n'avons pas d'ingénieurs qui s'occupent de créer, Voilà, il faut réindustrialiser aussi, on va dire, les quartiers, en tous les cas. Allô, oui, Guy, vous êtes toujours là, on vous écoute. Oui, ça passe aussi par un phénomène qui a détruit considérablement les entreprises françaises, c'est que nous avions le taux j'en ai déjà parlé sur Sud Radio du reste, nous l'avons presque encore, le taux d'imposition et de taxes le plus élevé du monde. Donc il y a eu 2 actions qui ont déclenché la fuite. C'est à la fois l'appât du gain, bien évidemment, parce que les entreprises préféraient faire travailler un ouvrier qui revenait 20 fois à 30 fois moins cher pour fabriquer un produit, quand bien même il y ait le prix du transport, qui devenait quasiment négligeable. Mais il y a eu aussi cette charge lourde sur les entreprises. J'ai été mon propre patron, chef d'entreprise pendant des années et des années. Et j'ai appartenu à un syndicat de chefs d'entreprise qui s'est battu tout le temps contre ce phénomène de la part du gouvernant laxiste. Je le dis, nous avons eu des présidents pour la plupart qui ont été des incompétents. Et la conséquence aujourd'hui, c'est le débat que l'on a. Guy, est-ce que vous avez une montre? Je change de sujet. Dites non, Guy. Guy, est-ce que vous avez une montre ou est-ce que vous voulez offrir une montre ce week-end? Je suis très malvoyant, vous êtes gentil, je prendrais bien cette montre pour en faire un cadeau, je vous le cache pas, parce que je n'ai pas besoin de montre, j'ai mon téléphone. On est ravis parce que vous allez pouvoir l'offrir, on va vous l'offrir la montre, puisqu'on change d'heure et à l'occasion de ce changement d'heure avec Sud Radio et Icewatch, on vous offre la montre solaire du moment, c'est la Ice Solar Power, et donc vous repartez avec, donc vous ne bougez pas, on vous l'offre avec plaisir, vous allez pouvoir l'offrir à quelqu'un. Je vous en remercie, madame. Merci à vous, messieurs, pour vos interventions et votre discernement. Merci à vous. Ne quittez pas, restez avec le standard. On va prendre vos coordonnées pour vous envoyer et pouvoir ensuite offrir cette montre, cette Ice Solar Power que l'on vous offre tout au long de la journée, toute cette semaine sur Sud Radio à l'occasion du changement d'heure. Donc voilà, on comprend qu'effectivement sur on va dire la question des violences, le sujet est loin dans la résolution. En tous les cas, la solution n'est pas pour demain. Je voudrais en tout cas, les résultats, parce que les solutions, elles existent. Il faut encore faut-il se donner le temps de mettre en œuvre et avoir les résultats. Rappelez-vous. Oui, rapidement. J'ai 2 secondes. Excusez-moi. Il y a eu un rapport qui a été demandé par le président de la République à Monsieur Borloo. Oui. Rappelez-vous ce rapport, ce qu'il en a été fait. Rien. Oui. Voilà. Une formule, Jean-Luc. Depuis la formule d'Emmanuel Macron qui concernait absolument pas le rapport a fait Flores, je la raconte, je la dirai pas ici parce qu'on va lancer le débat, mais c'est cette fameuse formule d'Emmanuel Macron qui depuis est réutilisée. Pognon de dingue. Ouais. Nous allons parler des révélations sur ce projet secret de coup d'État. Je renvoie donc aux colonnes du Parisien qui révèlent donc que la figure du complotisme Rémi Daillé a été mis en examen le 22 octobre dernier pour terrorisme. Les investigations ont mis au jour un inquiétant projet de coup d'État visant à s'emparer de l'Élysée avec l'aide d'une vaste organisation paramilitaire. Alors, je vous recommande le récit parce qu'on se croirait dans un film, dans un scénario de film, puisque Rémi Daillé était soupçonné d'être le cerveau de ce groupuscule avec des chefs militaires installés dans les régions qui étaient convaincus qu'Emmanuel Macron est au service de l'argent et qu'il faut en finir avec le grand capital. Et ces hommes avaient l'idée d'un coup d'État, d'un renversement du gouvernement français, figure du complotisme et d'extrême droite. Donc est-ce qu'il faut s'en inquiéter ou est-ce qu'on est face à un guignol, Alexis? Franchement, je pense que si c'était un film, c'était une comédie. Est-ce qu'on imagine un moment... Alors, ils sont quand même responsables d'attaques de pharmacie, de centres... Voilà. Je suis d'accord. Est-ce qu'on imagine un instant les barboudos de Fidel Castro se faire prendre comme ça? Bon, ils étaient pas nombreux non plus quand ils ont pris le pouvoir à Cuba contre Batista. Et à un moment, c'est une organisation militaire. Quand on veut faire la révolution, on la fait sérieusement. On la fait pas sur Internet à coup de conférences sur Zoom ou je sais pas comment ils le faisaient, en n'étant pas d'ailleurs dans le pays. En l'occurrence, Rémi Daillé était, je crois... Rémi Daillé était en Malaisie. En Malaisie, voilà. Ouais. Donc c'est bien gentil, mais il y
avait quelque chose de la mise en scène. Il faut savoir qu'il vient du modem, Rémi Dallet. Ce qu'il cherche, c'est la lumière. Il a essayé tout. Maintenant qu'il ait réussi à embarquer quelques illuminés dans cette idée d'un coup d'État mal préparé, parce que je ne dis pas qu'un coup d'État n'est pas possible. Regardez, en Afrique, on a eu 6 coups d'État en quelques mois. Donc on peut tout à fait faire un coup d'État, mais pour ça, il faut l'armée. Voilà, c'est tout. Jean-Claude. Oui, je pense qu'en complément de ce qui vient d'être dit, donc ça vous inquiète pas. Non, parce que alors il ne faut jamais prendre à la légère ce type d'initiative, parce qu'effectivement tout ce qui peut se produire de négatif, d'atteinte à la démocratie, ne peut pas laisser indifférent. Souvenez-vous, nous étions ensemble au moment où il y a eu cette tentative de marche sur le Capitole aux États-Unis, et oui, c'est vrai qu'on s'est dit, mais finalement une démocratie peut basculer, on ne sait jamais. Donc de ce point de vue, donc je nuance mon propos. De ce point de vue, il faut être attentif. Ensuite, à côté, nous avons quand même des institutions. On l'a vu aux États-Unis, les institutions ont fonctionné. Nous avons effectivement l'armée, et je crois pouvoir savoir que l'armée est aux ordres du politique en France et que les choses sont à peu près sous contrôle. Et puis nous avons un certain nombre d'alliés en Europe. Nous avons des institutions en France. Même si il y avait des gens assez fous pour essayer de prendre l'Élysée, je pense qu'on ne les laisserait pas faire. Jean-Luc. Oui, il existe en France une fraction de l'extrême droite extrêmement dangereuse. Voilà. Est-ce que pour autant, il faut prendre au sérieux ce garçon qui s'appelle Rémi Dallet? Je ne le pense pas sur le fond et sur la forme. Mais je redis qu'il existe dans l'extrême droite française, et ça se voit d'ailleurs dans la progression malheureusement du vote d'extrême droite en France, il existe une fraction extrêmement violente. Oui, et d'ailleurs, il faut savoir que l'extrême droite en France et en Europe s'est infiltrée dans les métiers armés, la police et l'armée. Et ça, c'est une théorie. C'est-à-dire que pour qu'une révolution fonctionne ou un coup d'État, il faut avoir des armes. Et donc, ça fait très longtemps, une vingtaine d'années, que c'est théorisé par ces milieux d'extrême droite et qu'ils sont entrés, ils ont fait de l'entrisme dans ces métiers armés pour pouvoir justement avoir accès aux armes. Et ça, c'est une réalité. Pour terminer. Et ça a été dénoncé en Allemagne, où c'est encore plus important. Non, par rapport au Capitole, Thierry Breton a eu une formule que j'aime beaucoup. Il a dit, c'est le 11 septembre des réseaux sociaux. Ce qui est très préoccupant, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, il y a toute une frange de la population qui se nourrit d'informations, qui crée du complotisme, et une certaine frange du complotisme qui devient absolument extrémisme. Et donc ce phénomène-là, il est très très mal contrôlé, et on voit bien ce qui se passe aux États-Unis, où on nous montre que Facebook, qui est un outil extrêmement puissant, eh bien, ne maîtrise pas tous les messages qui peuvent produire de l'hyper-extrémisme. Et cette chose-là est autant préoccupante pour nous en tant que citoyens que les journalistes, parce que les journalistes dont c'est le métier de contrôler l'information et de mettre à disposition une information qui soit bonne pour la démocratie, eh bien tout ça a volé en éclats, et on est un peu démunis par rapport à ce qui se passe depuis quelques années, que ce soit face au scandale de Cambridge Analytica, les manipulations qui ont eu lieu au moment du Brexit, etc. etc. Et elles sont chez nous, et elles sont représentées notamment par ce guignol, parce que je crois qu'on peut l'appeler ainsi. Jean-Luc, rapidement, parce qu'on va dépasser. Juste pour dire que controler l'information pour les journalistes, non, c'est plutôt la vérifier. Pardon, je sais que le terme était malheureux, voilà, exactement. En tout cas, travailler l'information avant de la mettre à disposition du plus grand public. Exactement, et tout ça dans un rôle pacifique aussi, dans l'intérêt général. Merci beaucoup à tous les quatre, c'était passionnant. On se retrouve demain dès 10h. Dans un instant, c'est André Berkoff. Il reçoit Bernard Lugan, historien et spécialiste de l'Afrique. À tout de suite.